Le commentaire composé est un vrai cauchemar pour les étudiants et les élèves de bac français. Au cours de la rédaction d'un commentaire littéraire, l'étudiant peut se trouver dans un état de confusion ou bloqué, car il n'arrive pas à savoir comment faire un commentaire composé et trouver leurs interprétations. Pour ces raisons, j'ai donc décidé de réaliser une vidéo sur le commentaire en voyant les 6 étapes que vous pouvez suivre pour bien effectuer ce genre de rédaction. Puis nous verrons ensemble les termes et les expressions qui permettent de commenter les textes avec rigueur et précision, afin de voir les 7 erreurs à éviter dans un commentaire composé et qui m'aident sincèrement dans toutes les épreuves que j'ai passées. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Donc abonnez-vous maintenant et on commence. En effet, le commentaire composé ou le commentaire littéraire est un texte organisé et entièrement rédigé à travers lequel on rend compte des principales richesses d'un texte. Par ailleurs, c'est un texte qui développe un jugement personnel dans une forme structurée et bien présentée. Donc, le commentaire met en valeur la singularité du texte et répond de manière organisée et argumentée à un projet nettement bien défini. À quoi sert le commentaire composé? Ou quel est le but d'un commentaire composé? En général, le commentaire composé est un exercice d'argumentation. Il va donc falloir que tu développes des arguments et des exemples pour défendre ton point de vue. En plus, ton commentaire reflète ton interprétation personnelle du texte littéraire. Du coup, il montre le sens que tu donnes à ce texte. Donc, cet exercice suppose de connaître la méthode du commentaire pour réussir votre rédaction. Compromis, voici donc les 6 étapes détaillées pour réaliser un commentaire composé. Étape 1, lire le texte. Étape 2, analyser les 6 points clés. Étape 3, trouver des axes. Étape 4, faire une étude linéaire en fonction des axes. Étape 5, bâtir son plan ou construire le plan du commentaire. Étape 6, rédiger le commentaire. Pour la première étape, lire le texte. Pour commencer, tu peux lire le texte une première fois et noter de façon très spontanée ce qu'il produit en toi, comme lorsque tu écoutes une musique ou regardes un tableau. Il vous faut lire le texte autant de fois que nécessaire pour le comprendre parfaitement. Plus le texte est difficile, plus il faudra le lire et à souligner les mots ou les expressions qui vous posent problème. Prenez également l'habitude de chercher dans le dictionnaire le sens des mots que vous ne connaissez pas. Ayez bien en tête qu'il est impossible de faire un commentaire d'un texte que vous ne comprenez pas. Il faut donc le lire et le relire autant de fois que nécessaire pour comprendre simplement ce que l'auteur a voulu dire. Donc la lecture autant de fois du texte est une étape essentielle pour la compréhension de texte. Étape 2, analyser les 6 points clés. Ensuite, il va falloir vous poser ces questions qui, au bout du compte, vous aideront à trouver vos axes. Il est illusoire de penser qu'on peut faire un bon commentaire en n'ayant absolument aucune connaissance sur le paratexte. Même sur un auteur inconnu qui n'appartient à aucun mouvement et sur lequel vous ne trouverez aucune information. Il vous faudra observer la date de création et formuler des hypothèses. Donc, chacun de ces points donne des pistes d'axes de commentaire. Parmi les 6 points qui vous aident pour trouver les axes, il y a 1. Le genre. La première question à se poser est quel est le genre de ce texte? Généralement, il existe 3 grands genres littéraires, roman, théâtre et la poésie. Certains en voient davantage, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de bien identifier le genre auquel appartient votre texte. Il serait insuffisant de dire qu'un texte est une pièce de théâtre ou un poème. Soyez donc précis
Et c'est une tragédie, une comédie, un drame romantique, un drame bourgeois, un roman autobiographique, un conte philosophique, un essai, un sonnet, un poème en prose ou en vers, etc. Il existe de très nombreux genres et ce genre qu'il vous faudra connaître. Dans tous les cas, demandez-vous si c'est traditionnel ou non. Il faut donc préciser clairement le genre de texte. Le deuxième point, le mouvement. De manière générale, il existe 7 mouvements principaux que vous devez les connaître. 1. L'humanisme, 16e siècle. 2. Le baroque, 17e siècle. 3. Les Lumières, 18e siècle. 4. Le romantisme, début du 19e siècle. 5. Le réalisme, fin du 19e siècle. 6. Le symbolisme, fin du 19e siècle. 7. Le surréalisme, 20e siècle. Donc, les mouvements littéraires que vous devez connaître vont du 16e siècle au 20e siècle. Il est très important de connaître les grandes dates. Par exemple, au 16e siècle correspond l'humanisme, au 17e siècle le baroque et le classicisme, au 18e siècle les Lumières, etc. Et à partir du 19e siècle, les mouvements deviennent plus nombreux. Donc, il faut bien les connaître pour pouvoir s'en sentir en commentaire. Le troisième point, le thème. Donc le thème, il s'agit d'un sujet abordé dans le texte. Par exemple, l'absurde, l'ambition, l'amour, l'angoisse, l'argent, la courtoisie, l'éducation. Pour bien comprendre le texte, il faut en écrire un résumé de quelques lignes qui englobe les points importants. Il faut faire un véritable résumé. Le narrateur évoque de quelques lignes et en notant le plus précis possible. Si vous n'êtes pas capable d'identifier le thème en faisant un résumé clair et concis du texte, vous ne serez pas capable de donner du sens à votre commentaire. Donc, il faut bien savoir le thème abordé dans le texte. Le quatrième point clé, le type. Le type renvoie à 2 points clés. Le type de texte à proprement parler et la typologie. Il vous faudra définir les 2 pour chaque texte. C'est très simple. A. Pour le type. On peut distinguer 5 types de textes. Il y a le narratif, descriptif, argumentatif, explicatif et dialogue. Le narratif est utilisé pour des scènes où le narrateur raconte quelque chose. Souvent, cela permet de faire un axe sur une scène 2. Le descriptif est comme son nom l'indique. Le type de la description. Cela donne des pistes d'axe sur un portrait de, un paysage de. L'argumentatif est présent lorsqu'il y a une critique ou un éloge. Vous ne pouvez pas commenter un texte argumentatif sans faire une partie dessus. L'explicatif correspond aux articles de dictionnaire, aux recettes de cuisine. C'est rare que le texte soit suffisamment littéraire pour mériter un commentaire. Le dialogue est à part. On parlera de dialogue quand il y a un échange entre 2 personnages. Demandez-vous toujours s'il n'y a rien d'autre comme type de texte. C'est très rare. La plupart des textes mélangent 2 voire 3 types de textes, tandis que on a rarement uniquement de la narration ou uniquement de l'argumentation. B. La typologie. La typologie, appelée aussi le topo, est un sujet littéraire qui revient souvent jusqu'à constituer un thème récurrent et attendu dans la littérature. Par exemple, dans un roman, le topo de la rencontre amoureuse. Autrement dit, la typologie ou le topo est une scène type qu'on retrouve à plusieurs occasions en littérature. Exemple de scène type, une scène de rencontre, de rupture, de début ou de fin de roman, le rapport maître-valet au théâtre, la fontaine merveilleuse dans les romans courtois, la traversée de la forêt dans les contes, etc. Donc, identifier le type d'un texte et le topo nous permet de faire des axes. Le 5e point, les registres ou adjectifs. Pour étudier un texte, il faut identifier ces registres. Comique, pathétique, tragique, lyrique, dramatique, polémique. Mais bien souvent, les registres sont des étiquettes trop strictes pour qualifier le texte.
Il sera donc possible et bienvenu de préférer qualifier le texte avec des adjectifs. Par exemple, très souvent, un texte est émouvant sans qu'on puisse dire que c'est pathétique. Souvent aussi, un texte qui fait sourire sera humoristique car le mot comique est trop fort. La dernière point, les buts de l'auteur. Pourquoi ce passage a-t-il été écrit? En général, la réponse à cette question est très simple. Si la méthode a été bien suivie, la réponse sera évidente. Exemple, pour montrer la réalité, cas des réalismes, défendre une idée, littérature engagée, texte argumentatif, émouvoir, susciter la pitié, faire rire, comique, humoristique, faire réfléchir, etc. En général, la réponse à cette question se trouve dans les 5 précédentes. Donc, la réponse à ces questions, quels sont les buts de l'auteur et pourquoi ce passage a-t-il été écrit, nous donne des pistes d'axes de commentaires. On passe maintenant à l'étape 3. Trouver les axes. A. Qu'est-ce qu'un axe de lecture? Un axe de lecture est un angle par lequel on aborde le texte. Il correspond à l'observation d'une caractéristique formelle du texte, l'étude de l'énonciation, d'un champ lexical, des comparaisons et des métaphores, des modalités de la phrase, etc. Cette observation permet de dégager la signification de l'extrait. Pour trouver les axes, il faut observer les formes propres au texte étudié. Suivant la nature du texte, on étudie des formes différentes. Pour un texte argumentatif, on étudie la situation d'énoncé, les termes évaluatifs, la structure logique, un champ lexical à valeur argumentative, etc. Pour un texte poétique, on étudie les images, les rimes, les rythmes et les sonorités, etc. Pour un texte narratif, on étudie la narration et la focalisation, les discours rapportés, etc. Pour une description, on étudie les caractérisations, adjectifs, compléments de détermination, etc. La focalisation, les images, etc. Pour un texte dramatique, on étudie les modalités de la phrase, les didascalies, le lexique propre à un personnage, etc. De manière générale, pour dégager les axes d'un commentaire, il faut passer par une étude détaillée du texte, qu'elle soit linéaire ou plus instinctive. Ensuite, relis tes notes et essaye de voir si certaines idées, certaines remarques peuvent être regroupées. Les 2 ou 3 grandes idées qui fédèrent tes remarques constituent les axes de l'étude d'un texte. À partir des 6 points clés que vous avez observés, il va falloir trouver 2 ou 3 grands axes. Évidemment, tout dépend du texte. Dans tous les cas, essayez de formuler vos axes sous forme de questions. Cela donne du dynamisme à votre commentaire et on aura l'impression que vous posez des questions auxquelles vous répondrez. La 4e étape, faire une étude linéaire en fonction des axes. Quand vous aurez bien suivi la méthode, il vous faudra relire le texte plusieurs fois et procéder à une analyse linéaire. En général, on conseille de lire le texte et d'observer ce qui est intéressant ligne par ligne. Cette étape est assez difficile parce qu'il n'y a pas de remède miracle. Il faut faire preuve de sensibilité, essayer de voir ce qui est pertinent en suivant son instinct. Pour faire une étude linéaire, vous pourrez suivre des étapes. La première, faire un plan du texte. Essayez de voir quels sont les différents mouvements du texte. Souvent, vous en trouverez 3. Parfois, il n'y aura que 2. Le fait de définir les mouvements devrait vous aider à comprendre la structure des passages. Deuxièmement, la typographie. Observez les différents paragraphes ou strophes en poésie et leur taille. Peut-on faire une remarque entre la typographie et le sens du texte? Les caractères d'imprimerie, les mises en relief par l'italique ont un sens aussi. Dans tous les cas, le choix des paragraphes n'est jamais hasardeux. « 3.
L'énonciation. Observez les pronoms si ou liona qui parlent à qui. Souvent le narrateur ou le poète s'adresse au lecteur. Au théâtre, c'est particulier. Les personnages peuvent parler aux spectateurs, mais en général, ils se parlent entre eux. Donc, observez la double énonciation si ou liona. Observez aussi la focalisation, interne, externe ou omniscient. Quels sont les niveaux de langue et pourquoi sont-ils utilisés? Dans la quatrième étape, on étudie le temps des verbes et leurs valeurs. Quels sont les temps utilisés et pourquoi? Voici à titre de rappel les valeurs de temps. Le présent de l'indicatif, outre sa valeur de présent d'énonciation, c'est-à-dire qui renvoie au moment où l'on parle. Le présent pour exprimer une hypothèse, exemple, si tu viens, je serai content. Une habitude, exemple, je me lève tous les matins à 7 heures. Ou une vérité générale, exemple, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Parfois aussi, il a valeur de futur proche. Exemple, je vais venir, ou de passé proche, exemple, je viens d'arriver. Le futur de l'indicatif. En général, il renvoie à une action à venir. Exemple, je serai content. Mais sa valeur peut être aussi un ordre, exemple, tu viendras. L'imparfait de l'indicatif. De manière générale, l'imparfait par opposition au passé simple exprime quelque chose qui dire. On part de l'aspect diratif de l'imparfait. On l'utilise pour la description. Exemple, c'était une jolie robe rose. Mais aussi pour exprimer l'habitude qu'on nomme aussi valeur itérative. Exemple, tous les matins, je me levais à 7 heures. Le passé simple de l'indicatif. Il exprime une action brève et soudaine. On l'utilise aussi parfois pour exprimer une vérité générale ou quelque chose qui se répète. Valeur itérative. Le conditionnel présent, il exprime le souhait. Exemple, je voudrais avoir une baguette magique. Parfois la politesse. Exemple, accepterez-vous de m'aider? Et la certitude. Exemple, il pensait qu'il y arriverait. Le subjonctif, il ajoute aux valeurs de temps de l'indicatif une perspective supplémentaire d'incertitude. Exemple, je doute qu'il ne vienne. De possibilité, exemple, c'est possible qu'il vienne. De souhait, exemple, je souhaite qu'il vienne. Ou de but, exemple, je le fais pour qu'il vienne. Donc, étudier les temps utilisés et leurs valeurs par rapport au texte est très important pour mieux analyser un texte littéraire. On étudie aussi le cadre spatio-temporel. Quels sont les différents lieux et comment sont-ils décrits? S'il y a un décor, quelle impression donne-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de mouvements dans la narration qui fait changer le décor? Donc, la description d'un lieu n'est jamais gratuite. Le narrateur essaie toujours de créer une atmosphère ou une évocation symbolique. Demandez-vous toujours à quoi sert le cadre spatio-temporel à part représenter la scène. On étudie aussi la syntaxe. Quel type de phrases sont utilisées? Si elles n'ont qu'un seul verbe, elles sont indépendantes. Ce sont des phrases simples. À partir de deux verbes conjugués, ce sont des phrases complexes. Comment sont-elles reliées entre elles? Par juxtaposition, c'est-à-dire uniquement par une virgule, un point-virgule ou deux points. Dans ce cas, le rythme sera léger, rapide. C'est souvent une marque d'oralité. Ou la coordination met en place un ordre logique. On insiste sur le rapport de cause, car, à conséquence, donc, ou encore sur les oppositions, mis, or. La subordination relative et conjonctive marque un style plus soutenu. Les phrases sont plus lentes. À propos de cela, j'ai réalisé des vidéos portant sur les différentes propositions subordonnées.
vous pourrez les voir. On entre davantage dans les détails des récits, dans la psychologie des personnages. Les interrogations et les exclamations impliquent le lecteur. Il faut y être attentif. On analyse aussi les discours, comme les types de phrases. Le choix des discours pour apporter les paroles des personnages est très important. Au discours direct, les paroles sont celles prononcées par le personnage sans intermédiaire. Le lecteur voit sa façon de s'exprimer et ça lui donne des informations sur son origine sociale, sa façon de penser. De même, le discours direct est souvent plus vivant que les autres discours. Le rythme du texte est donc plus rapide. Les guillemets, tirés et verbes de parole sont les marques de ce discours. Exemple, il s'exclama, je viendrai demain, j'ai hâte. Au discours indirect, les paroles sont rapportées par le narrateur. On n'entend pas la voix du personnage à la lecture. Les tirets et les guillemets sont donc retirés. Les paroles sont donc insérées dans le récit. Le rythme est plus lent mais plus uniforme par rapport au récit traditionnel. Exemple, et s'exclama qu'il viendrait le lendemain et qu'il avait hâte. Le discours indirect libre est plus difficile à percevoir car bien caché. On ne sait pas si c'est le narrateur ou le personnage qui s'exprime. Exemple, il viendrait le lendemain et elle avait hâte. On observe aussi le lexique. Il faut toujours lire le texte en cherchant les champs lexicaux, puisqu'il y a une abondance particulière de certains types de mots, des répétitions. Parfois, cette recherche donne un nouveau regard sur le texte. On étudiera aussi les figures de style et ses effets. Quelles sont les figures de style? De procéder à un sens. Il faut trouver quel est l'effet produit par la figure de style. Pour en savoir plus sur les figures de style, je vous conseille de voir la vidéo dans la chaîne. Pour le théâtre et la poésie, cas particulier. A. Le théâtre. Ne jamais oublier que le théâtre est fait pour être joué. Le texte présente-t-il des tirades longues ou courtes, un monologue ou un dialogue? Combien de personnages sont présents sur la scène? Attention à la situation d'énonciation, qui parle, à qui? Est-ce qu'il y a des personnages muets? Que dire des didascalies? Est-ce qu'il y a des didascalies internes et externes, etc. B. La poésie. Il faut observer la structure des poèmes et des vers. Est-elle traditionnelle ou non? Comment s'articulent les rimes et pourquoi? Il faut analyser les enjambements, les rejets, les contre-rejets, le rapport entre le sens du poème et la forme qu'on lui donne. Voyons maintenant la 5e étape. Bâtir son plan. Construire le plan du commentaire composé. Alors, la construction du plan du commentaire suit la lecture analytique du texte. Le plan du commentaire doit répondre à la problématique formulée dès l'introduction, laquelle la problématique étudie les enjeux principaux du texte. Les 2 ou 3 parties du commentaire se concentrent sur les centres d'intérêt essentiels du texte. Et la dernière étape, c'est rédiger le commentaire. Généralement, le commentaire propose une interprétation personnelle du texte qu'il commente pour la justifier. Il se construit comme une argumentation rigoureuse appuyée sur des références précises au texte. Il comporte une introduction, un développement ordonné et une conclusion.
Pour l'introduction, elle comporte 4 étapes. Une entrée en matière comprenant une présentation du thème et des éléments bibliographiques pertinents et une présentation du contexte littéraire ou historique. Une présentation brève du texte littéraire, date, auteur, genre, registre et thème principal. L'annonce du projet de lecture, l'annonce du plan. Pour le développement, il s'organise en 2 ou 3 parties de longueur à peu près égale qui s'enchaînent et se complètent. Chaque partie repose sur une idée directrice et doit comporter une phrase introductive qui rappelle l'idée directrice, 2 ou 3 paragraphes présentant des arguments appuyés sur les citations illustrant, expliquant et justifiant l'interprétation proposée, une phrase conclusive établissant un bilan partiel et assurant la transition avec la partie suivante. Et la conclusion, elle comporte un bilan de l'étude validant le projet de lecture énoncé dans l'introduction, un élargissement qui peut être une mise en relation avec les autres textes ou documents du corpus, avec d'autres textes du même auteur ou d'auteurs différents traitant du même thème. Pour finir, voici le lexique employé ou le vocabulaire de l'analyse de texte qui permet de commenter les textes avec rigueur et précision. Donc, il faut l'apprendre par cœur et l'employer à bon escient. Dans l'introduction, pour présenter le texte, voici quelques expressions. Pour dégager les enjeux du texte, on peut utiliser ces expressions. Pour annoncer le plan du commentaire, voilà quelques expressions. Dans le développement, pour introduire une idée nouvelle, voici donc des expressions. Pour introduire un exemple, voici quelques termes et expressions. Et dans la conclusion, voici des expressions. Avant de nous quitter cette vidéo, voici les 7 erreurs à éviter dans un commentaire composé. 1. On ne dira pas Jean évoque, Jean exprime, Jean utilise, mais on peut varier pour éviter la répétition en employant le poète évoque, le locuteur exprime, l'auteur utilise, l'artiste nous donne. 2. On ne dira pas il exagère, on ne juge pas l'auteur, mais on dit. Créer un effet d'insistance, d'hyperbole. 3. Éviter d'utiliser le pronom personnel je cite, je remarque dans le texte,
donc le jeu formellement banné, car il faut garder une énonciation neutre. Commencez idéalement ces phrases par le texte, le poème ou l'extrait, sinon préférez le on, voire le nous. Quatre, le texte émeut, le texte fait rire, le texte dit mal de, sans aucun sens. Il doit spécifier les choses. Est-ce qu'un registre pathétique, registre comique, registre satirique? 5. L'auteur induit l'idée que c'est une tournure incorrecte parce que le texte qui suggère les idées et n'aime pas l'auteur. Donc, on peut dire le texte renvoie à l'idée que l'auteur évoque, le paragraphe suggère. Six, l'auteur fait une critique, fait une référence, fait une allusion, c'est faux. Mais il doit dire l'auteur critique se réfère à, évoque. 7. Toutes les sortes de paraphraser le texte sont lourdement sanctionnées et interdites. Du coup, commencez votre texte par la notion, le problème littéraire. On récapitule pour la présentation, règles absolues. Introduction, développement et conclusion seront entièrement rédigées, sans abréviation ni caractère mathématique. On saute une ligne entre l'introduction et le développement, puis entre le développement et la conclusion. On s'astreint à faire figurer pour chaque paragraphe un exemple tiré du texte à commenter et un mot-clé. Sinon, le paragraphe est incomplet et manque de force. Pour l'introduction, il doit faire de 5 à 10 lignes. Elle se subdivise en 3 parties. Amener le sujet en partant d'une notion trop générale parmi celles suggérées. Le topo, l'auteur, son œuvre, son mouvement littéraire d'appartenance, le genre littéraire, du texte concerné. Formuler une question de commentaire et une problématique générale qui va guider l'étude de tout texte. Pour l'oral, il suffit de reformuler la question posée par l'examinateur. Annoncer de façon explicite, à l'aide de connecteurs logiques, les différents moments de son explication. Par exemple, d'abord nous allons étudier, puis et enfin. Pour le développement, il contourera 2 à 4 pages. Il peut faire 2 grandes parties. 3 grandes parties sont ni moins préférables. Le commentaire littéraire exige que l'on se concentre sur un seul texte. Aucun intérêt à sortir du texte. Les exemples tirés du texte devront être brefs et aller à l'essentiel. Pour la conclusion, elle comptera 2 parties visibles au alinéa en début de paragraphe. Une phrase de récapitulation claire, exemple, afin de montrer, nous avons d'abord vu, puis analysé, et enfin, etc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue et bien explicitée. Si vous avez bien compris maintenant la réalisation d'un commentaire de texte en 6 étapes, pensez à s'abonner à notre chaîne On Parle Français et d'activer les notifications. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec tes amis qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la rédaction. Ça nous donne un coup de main et nous encourage. Si vous avez encore quelque chose à ajouter à cette vidéo, des opinions, des critiques positives ou négatives, des parties dont la vidéo reste incompréhensible, laisse-les dans les commentaires.
Je vous répondrai avec plaisir. Merci encore fois à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.